Et bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne pour l'épisode secret de Légion Review. L'épisode secret, bien sûr, c'est l'épisode dont j'ai parlé depuis le premier jour, c'est l'épisode sur les Primark. C'est Primark Review, si vous préférez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien déjà, on va review chaque Primark. Le truc, c'est qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a 18 de base, et puis certains qui ont une double figurine, donc il faudra en parler aussi. Comment on va faire? C'est une vidéo qui va être un petit peu longue par rapport à d'habitude, plus longue. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre des timestamps en description, que vous pourrez ensuite cliquer sur la vidéo pour aller voir les différents Primark qui vous intéressent, et s'ils vous intéressent tous mais que vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, bah comme ça vous pourrez faire une pause, et puis vous pouvez reprendre au Primark auquel vous étiez arrêté. Donc c'est pas mal actuellement, je pense qu'on va faire ça. Parce que j'ai pas envie de diviser la vidéo en plusieurs vidéos, donc voilà. Ce sera une vidéo longue, mais elle sera chapitrée, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, sinon, moi ça va plutôt bien. Enfin la chaleur redescend, donc on va pouvoir discuter. Et on va commencer tout de suite. On va aller chercher, pour commencer, je crois qu'on va commencer par le bas. Voilà, on va commencer par ce monsieur. Ferrus Manus, Primark de la Légion des Iron Hands. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un Primark? Eh bien sûr, qui dépeigne un personnage bien exemplaire, particulier, bien sûr, plus gros que les autres, et plus décoré, plus fin, etc., plus finement détaillé. Donc, on attend aussi une pose qui inspire le respect, et une pose qui transpire vraiment que ce n'est pas n'importe quel personnage, que c'est un des fils de l'empereur. Et bien sûr, on va parler des kits aussi. Alors, Ferrus, qu'est-ce qu'on en pense? Ferrus, j'aimerais bien qu'on puisse le faire tourner, mais je suis même pas sûr que ce soit possible. Ah, c'est bien triste. Ok. Alors, Ferrus Manus. Je trouve que malheureusement, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été fait par rapport aux autres, mais je trouve que en termes de pose, malheureusement, Ferrus, il est un petit peu faible. C'est-à-dire que, oui, c'est intéressant. Je suppose qu'il est pris durant son duel contre Fulgrim, puisque là, nous voyons sur son socle des empereurs de Children morts. Donc je pense que vraiment, il est en duel contre Fulgrim à ce moment-là. Le problème pour moi, c'est que cette pose-là, même si elle est intéressante, eh bien, elle n'inspire pas assez le respect. C'est-à-dire que je pense que les Primark, les prendre dans le feu de l'action, ça ne leur rend pas justice, parce que ça les fait, disons, tomber à un niveau trop humain. C'est-à-dire que là, du coup, ça c'est un mouvement que pourrait faire n'importe quel Space Marine. Et je pense que quand on n'a pas les moyens de faire une statue, disons, surtout à l'époque, de créer une pose en mouvement particulièrement spécifique, spécial, bah je pense qu'on devrait éviter de les faire attaquer, parce que ça, ce n'est pas une pose qui le sépare du reste. Vous voyez, ça pourrait être n'importe quel Iron Hand avec un marteau, et c'est dommage. Du coup, il va pas spécialement se démarquer avec cette pose, malheureusement. Donc déjà, ça part pas très bien pour Ferrus. Ensuite, on peut remarquer que son armure, bien sûr, elle est entièrement custom, mais ça, je vais pas le redire à chaque fois. Ce sera, bien sûr, le cas de tous les Primark. Ceci dit, j'aime bien que ses bras soient laissés nus, de façon à ce que vous puissiez peindre ses bras, ses avant-bras en métal. J'aime beaucoup la transition de couleur qui a été faite. Au niveau de la tête, on est assez, disons, dans ce qu'on peut attendre d'un Primark ou d'un Space Marine. Elle ne se démarque pas trop. Ceci dit, il est plutôt bien Iron Hands codé, c'est-à-dire que là vous avez tous les motifs Iron Hands, bien sûr la main, vous avez les rouages un petit peu partout, et pareil sur les épaulières, on les voit pas très bien ici, mais ceci dit, vous pouvez être sûr qu'il y a les mêmes motifs. De même, le torse a également ses motifs. J'aime aussi le fait qu'il ait des chaînes à la ceinture avec des petits pendentifs spécifiques qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur le reste des Iron Hands. En ce qui concerne le marteau, eh bien, bien entendu, c'est le fameux cadeau de Fulgrim, hein, je pense, parce que ça, il faut savoir que Fulgrim et Ferrus étant jusqu'alors les meilleurs amis, ils se sont forgés chacun une arme, puisque ce sont des créateurs, des forgerons, et bien Fulgrim lui a forgé ce marteau. Alors moi, ce que j'aime bien avec ce marteau, c'est qu'il y a le numéro de la Légion là.
Et ça, c'est plutôt sympa. Actuellement, c'est, disons, assez subtil, et je trouve que c'est cool. Ceci dit, il y a un truc que j'aime pas trop avec Ferrus, c'est son backpack, avec les armes rangées. Moi, je comprends qu'on ait voulu lui donner un air de tech marine, encore une fois, avec, vous voyez, les bras télescopiques qui peuvent se déployer, avoir des armes, etc. Mais encore une fois, je trouve que ça l'humanise trop, c'est-à-dire que... malheureusement ça c'est quelque chose qu'on va retrouver chez tous les Space Marines. J'aurais préféré voir vraiment un golem en armure avec les bras nus, les bras de métal nus, au repos avec un énorme marteau, plutôt que cet assemblage derrière lui. Et je trouve que du coup Ferrus Manus il est un peu faible malheureusement en termes de Primarch. C'est-à-dire il est intéressant, mais je pense qu'il est pas à son prime sur cette figurine. Ceci dit, comme vous le voyez, les détails sont très jolis. Hein. Je veux dire, il est très bien casté, surtout pour l'époque. C'est un modèle intéressant à peindre, etc. Surtout, vous pouvez faire plein de petits reflets dans le métal et tout. Donc moi, je pense que ça reste quand même un modèle très sympa. Ceci dit, voilà, je pense que dans les Primarch, il ne se démarque pas des masses. Il a une pose qui est pas ce qu'on veut d'un Primarch. Il a une tête qui est correcte, mais sans plus. Le backpack, je pense que il est trop fouillis, il ne lui va pas. Et encore une fois, il a pas une pose qui inspire le respect. Et je pense que ça vraiment le tire vers le bas. J'aurais bien aimé qu'on puisse profiter un peu plus de son armure au repos. Je pense que les Primarch au repos, c'est plus impressionnant que ça. Ceci dit, moi j'aime bien le socle. Le socle, il est vraiment sympa. Il est tout ce que vous voudriez attendre d'un Ferrus Manus sur Istvan. Donc jusque là. Moi, ça, je peux lui monter un peu en notes. Alors, les notes des Primarch, elles ne considéreront pas les notes des Légions. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai mis 10 sur 10 à, on va dire, un Blood Angel jusqu'à présent, et ben si je mets 8 sur 10 à Ferrus Manus, c'est pas la même échelle de valeur que, celle des Space Marines normaux, vous voyez. On va repartir de zéro, c'est-à-dire que là, les notes que je vais donner ne concernent que les Primarch. L'échelle de valeur ne concernera que les Primarch. Moi, Ferrus, je vais le mettre à 6 sur 10, c'est-à-dire que c'est une belle figurine, mais il y a beaucoup de défauts qui s'accumulent et j'aurais du mal à le mettre au-dessus de 6 sur 10 malheureusement. Je pense que la plupart des Iron Hands auraient aimé un Ferrus Manus un petit peu plus posé, un petit peu plus qui a une aura peut-être un peu plus calme, vous voyez, un peu comme le géant qu'on n'a pas envie de réveiller quoi. Et d'ailleurs en parlant de géant, voici Vulcain, du coup le Primarch des Salamanders. Alors Primarch, bien sûr iconique, hein, qui est apprécié par beaucoup de personnes, et lui, on peut le voir, pas en 3D, mais presque. Alors, moi je l'ai déjà vu en vrai en plus, donc je peux vous dire que effectivement, il est très joli, et on peut le mettre dans tout un tas de scénarios, et pour le coup, lui, sa pose, comme elle est ouverte, c'est-à-dire que ses bras sont ouverts, certes, il est en train de préparer son coup, mais comme sa pose est ouverte, eh bien on peut l'imaginer dans d'autres scénarios que juste de mettre un coup de marteau. C'est-à-dire que là on pourrait l'imaginer avec sa légion à ses pieds et lui en train de le brandir son marteau pour les encourager, etc. Ça pourrait être quelque chose comme ça, vous voyez. Donc sa pose, elle est un petit peu plus neutre que celle de Ferrus et du coup elle est meilleure, je trouve. Alors, en termes d'armure, qu'est-ce qu'on dit de Vulcain ? Vulcain, son armure, encore une fois, full custom, mais c'est normal. Elle est tout ce qu'on peut attendre des Salamanders. Je pense que là, elle est assez réussie son armure, parce qu'il n'y a pas un backpack qui dérange. Et en même temps, vous voyez, il y a des décorations sur à peu près tout. Il y a des petites gravures là, même dans le verre, qui rappellent un petit peu les écailles de dragon. De la place pour faire vos flammes en freehand. Et assez de place sur les plaques d'armure pour pouvoir varier les schémas si vous voulez mettre des plaques noires, des plaques vertes et même des plaques blanches. J'ai déjà vu des Salamanders le faire. Actuellement, c'est cool. Ensuite, on a bien sûr une immense cape. Et la cape, ce n'est pas n'importe quelle cape, j'aimerais bien vous la montrer en couleur, mais ça ne va pas être possible. C'est une cape en écailles de Drake, donc c'est les salamandres de Nocturne. Ignifugées, bien sûr, ce sont des écailles résistantes aux flammes, et ce qui est bien, c'est qu'elles dépassent même sur l'avant du Primarch. Donc vous pouvez vous amuser à la peindre des couleurs que vous voulez, vous pouvez faire des couleurs même chatoyantes hein, pour un dragon, c'est assez stylé actuellement. Et on peut penser que du coup le crâne qu'il porte sur son épaule, eh bien c'est le crâne de cette salamandre, et vous pouvez également vous faire plaisir, parce que là du coup vous voyez, on n'a pas que du métal, on a du cuir de dragon, des écailles de dragon, des os, et
du métal. Donc vous pouvez vous faire plaisir sur ce qui est des matières, vous voyez, des textures. Pareil, vous avez un petit peu de cuir normal, bien sûr, à la ceinture et sous les épaulières. Vous avez également du métal frappé là sur les côtés, sur les jambières, derrière également, la tête, et je pense, j'aimerais bien voir le marteau un peu mieux, mais je sais pas si on peut le voir un petit peu mieux, je crois qu'il regardez, c'est quand même assez fin avec là les marteaux de Vulcain. Là, vous voyez, c'est joli, hein, franchement, les détails sont fins. Alors, le marteau de Vulcain qui est quand même assez iconique puisque c'est aussi une balise de téléportation si je ne m'abuse. Bah, je trouve que là, il est parfaitement représenté, c'est-à-dire que il n'en fait pas trop. On dirait un peu le marteau de Thor, si vous voyez. C'est un marteau qui a du charisme, c'est-à-dire il a des petites dorures, il a des petites gravures, mais il n'en fait pas trop. Il n'y a pas une énorme tête de dragon sur le côté, en or massif, etc. C'est vraiment un marteau, moi, que je trouve, il est proche du 10 sur 10, ce marteau, en termes de design, parce qu'il n'en fait pas trop. On pourrait forger avec ce marteau, et je pense que c'est vraiment cool, ça, actuellement. Ça plaira aux Salamanders, je pense. Au niveau du visage, bah, Vulcain, bah, écoutez, c'est un grand mec chauve, donc globalement, il est pas forcément très intéressant, mais ceci dit, bon, il a le mérite d'exister. Ah bah il y a même des dents, vous voyez, il y a même des dents là de dragon, ou des griffes de dragon, ce qui est super stylé. Actuellement, son socle scénique, il est actuellement cool. C'est également avec un Salamanders mort à ses pieds, donc là on peut voir qu'il défend la dépouille de ses fils, peut-être sans doute, et ça doit être quelque chose comme ça. Ceci dit, on peut le peindre d'une autre légion, si vous voulez par exemple, eh bien faire comme s'il avait tué un de ses ennemis par exemple. Donc moi Vulcain, je l'aime bien, je le préfère actuellement à Ferrus, et je pense que du coup lui il va aller dans je dirais 7,5 voire 8 sur 10, parce que il correspond à ce qu'on veut du Primarque, la pose elle est correcte, et l'armure, eh bien je pense que même si ce n'est pas forcément la plus incroyable, je pense qu'on aurait pu peut-être faire un petit peu plus, on va dire, j'aurais bien aimé avoir notamment par exemple un tour de tête un petit peu plus iconique, peut-être en forme de gueule de dragon ou avec des pointes, je sais pas exactement, mais j'aurais bien aimé avoir une tête un peu plus iconique, parce que là, la tête, je trouve que comme en plus Vulcain il a la peau noire, je trouve qu'elle attire pas assez le regard, et c'est un peu dommage. Ceci dit, il gagne des points avec son marteau, et sa cape en peau de dragon avec bien sûr le crâne. Donc moi je le mettrais à 8 sur 10, Vulcain. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, la pose est sympa, j'aurais préféré l'avoir au repos, bien sûr, mais ceci dit, voilà. On est quand même sur un Primarque solide, beaucoup plus solide que Ferrus sur ses appuis. Bravo Vulcain pour ton 8 sur 10. Ensuite, nous avons Angron, le Primarque des World Eaters. Alors, Angron, on peut le voir en 3D, donc c'est cool actuellement. Alors, Angron, vous voyez, lui, c'est également une pose en action, qui est du coup sur Istvan 3, pas Istvan 5, puisque il affronte ses propres fils lors eh bien de la trahison, la première trahison d'Horus et des traîtres, où ils ont décimé eh bien les éléments loyalistes de leur légion. Donc là, vous voyez que tous les cadavres à ses pieds, ce sont des loyalistes en fait, même s'il s'agit de World Eaters et de Death Guard. Donc qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien là, pour le coup, même si moi je préfère encore une fois les poses au repos, je pense que il y est beaucoup plus intéressant en termes de pose que Ferrus, même s'il est pris en action. Et pourquoi? Parce que comme vous le voyez, eh bien il a les bras écartés, donc on peut profiter de sa belle armure, on peut profiter de ses beaux détails, et en même temps, eh bien, la pose qui, en elle-même, ne vendrait pas spécialement l'idée qu'il est en train d'attaquer, mais juste de courir, et bah, vu que les sculpteurs l'ont entouré de Space Marine en train de mourir, parce qu'il va tellement vite qu'ils ne sont pas encore morts, ils sont en train de mourir, il les a fauchés, en fait. Et bah, du coup, ça vend parfaitement l'idée qu'il les a, enfin, qu'il est au combat, là. Et du coup, c'est vraiment grâce à ces cadavres de Space Marine, et ben je trouve qu'on est beaucoup plus solide que Ferrus. Après, je pense que si on l'enlève de son socle scénique, vous voyez, si on le prend juste sur le socle à jouer, il est moins bien. Actuellement, il est moins bien parce que vous voyez, il est excentré, il est trop penché, etc. Mais ceci dit, voilà, comme ça, dans sa version diorama, il est vraiment très bon. Donc la pose, très bonne, même si c'est une pose d'action qui n'est pas dans ma préférence, et ben je dois dire elle est très réussie. Alors, Angron, eh bien là, je dois dire, il est beaucoup mieux que sa version démon sur 40k, parce que il est plus sobre. Son armure, elle comporte des décorations
qu'on peut attendre d'un Primarch des World Eaters, c'est-à-dire la bouche là qui entoure la planète des World Eaters, les éclairs, les petites arabesques, etc. Mais comme vous voyez, il n'y a pas tant que ça de décoration, il n'y a pas tant que ça de sculpture sur son armure. C'est essentiellement une armure de gladiateur, et j'aime le fait qu'elle soit peinte en monochrome, c'est-à-dire c'est que du bronze quasiment. Et ça donne vraiment le côté brutal qu'on veut à Angron. Ce que vous allez vouloir faire sur Angron, c'est comme ce qui est fait sur cette épaulière, c'est du weathering, des petits détails de l'armure et du métal qui a été abîmé, frappé. C'est ça, comme ça que vous allez lui donner de la personnalité. Ce n'est pas avec le nombre de décorations, parce que c'est pas le type du perso. En ce qui concerne son visage, je le trouve très réussi. On voit nettement les vrilles du boucher dans son crâne, et je trouve que l'expression, bien sûr, elle est basique, mais c'est ce qu'on attend de Angron. En ce qui concerne ses haches, eh bien, c'est pareil, elles sont très très basiques, mais c'est ça qu'on aime. C'est-à-dire que lui, je pense pas qu'il s'embarrasse d'armes qui soient sculptées, ornées. Je pense que c'est quelqu'un qui veut juste des armes qui tapent très très fort, et je pense que c'est ce qu'on lui a donné. J'aime le fait qu'il ait des gantelets de gladiateur avec les mains libres, et bien sûr, les chaînes pour ne pas se faire désarmer. Merci Sigismund. En ce qui concerne son halo de fer, c'est pareil, il est très sobre, j'aime aussi. Pour la cape, eh bien là, vous voyez, c'est aussi une cape intéressante, parce que elle a du cuir, elle a de la fourrure, beaucoup de chaînes et beaucoup de crânes. Du coup, vous pouvez vous faire plaisir là aussi, et comme vous voyez, les peintres de Forge World, eh bien ils ont mis du sang séché dedans, du coup, ça donne vraiment des reliefs ultra intéressants. Donc encore une fois, vous pouvez vous faire plaisir ici. Et en gros, je dois dire que même si j'aime pas le perso, eh ben, sa figurine, elle est vachement bien. Actuellement, c'est une des meilleures qu'on a vues pour le moment, même si c'est le début de la vidéo. Je le mettrai à 8,5 sur 10, parce que, en fait, je pense qu'il coche plus de cases pour un joueur World Eater que les deux précédents pour les joueurs de leur légion respective. Je pense que ça, lui, il remplit plus le contrat des World Eaters que Vulcain et Ferrus pour le contrat de leur légion respective, vraiment. Qu'en pensez-vous? Parce que je pense que il a quelque chose à dire, ce Angron. Actuellement, voilà, 8,5 sur 10 pour l'instant, il est cool. Bravo Angron. Pourtant, c'était pas gagné. Hein. Ensuite, nous avons Fulgrim. Fulgrim, donc vous voyez, qui est saisi dans cette pose iconique de la bataille contre effectivement son frère, hein, puisque c'est également fait pour aller avec Ferrus. Excusez-moi, je bois. Alors, qu'est-ce qu'on dit de Fulgrim? Fulgrim, c'est une figurine qui est également en action, mais, comme vous le voyez, c'est encore une fois les bras ouverts qu'on peut le mieux profiter de la splendeur de son armure. Alors, Fulgrim, c'est un personnage très réussi, pourquoi? Parce que la pose, même si elle est en action, ce n'est pas ma préférence, mais vous remarquez la ligne de force. Regardez, je vais vous montrer avec ma souris, mais vous voyez, c'est un mouvement comme ça de vague qui suit là avec la cape et qui ensuite part comme ça, c'est un S. Et là, vous voyez cette ligne de force là, ça c'est un très beau sculpte parce que c'est esthétiquement plaisant à l'œil. Donc déjà, sa pose, elle marque beaucoup de points. Parce que les sculpteurs, ils savent très bien faire leur travail en termes de ligne de force et qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il soit agréable à regarder. Et même de derrière, vous voyez, ça se voit. Ensuite, en termes d'armure, Fulgrim, ce qui est intéressant, c'est que son armure, elle est plus fine que celle de ses frères. Puisque comme c'est un bretteur rapide et léger, eh bien, on a voulu le représenter comme ça. Et je sais pas si vous remarquez, mais ses jambières sont particulièrement fines, pour ne pas encombrer ses mouvements. On n'a pas l'habitude de voir des jambières comme ça sur des Space Marines, par exemple, puisqu'ils ont des armures en général un peu plus lourdes. Et ben Fulgrim, vous voyez, il s'impose comme étant quelqu'un qui a une armure très fine, très élégante, faite sur mesure. Ensuite, bien sûr, nous avons l'aile du phénix Fulgrim et l'Aquila impériale qu'il est le seul à avoir le droit de porter avec sa légion, avec les petites arabesques sans trop en faire, en or, en vieil or, sur du violet, c'est très joli, et ça n'en fait pas trop, du coup ça permet de transmettre l'image quand même que oui, c'est quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un qui apprécie d'être à son plus beau, on va dire, d'être le plus parfait possible en toutes circonstances, mais il n'en fait pas trop non plus, donc ça c'est intéressant. Ensuite, les épaulières, eh bien, elles sont, alors celle-là on la voit pas trop, mais c'est pas grave, mais l'autre, vous voyez qu'elle a des arabesques aussi, donc ça continue. Et puis, en termes de gants, il a des gants de bretteur, c'est des gants en cuir. Donc là, on transmet encore l'image une fois que oui, c'est quelqu'un qui aime être à l'aise quand il se bat et être rapide et agile, mais ceci dit, il n'est pas comme ses frères à vouloir être à la main nue, puisque
il a pas envie forcément de se salir les mains. Donc c'est de la bonne caractérisation. Pour son visage, j'aime particulièrement la coupe de cheveux, je trouve qu'elle est très bien représentée en mouvement, mais malheureusement, le visage, il date un peu, et je trouve qu'il ne le met pas assez en valeur. Je trouve que malheureusement, le visage est un peu raté, je pense qu'on peut le sauver, hein, y a pas de souci, et je pense pas qu'il soit, genre, horrible, vous voyez, mais on est quand même, voilà, sur un visage qui n'est pas spécialement le plus beau, et on aurait aimé un Fulgrim plus élégant que ça, malheureusement, hein, malheureusement. Pour l'épée des layers, des layers, l'air, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas c'est l'épée maudite hein, qui a corrompu Fulgrim. Bah, on a le motif ici subtil de Slaanesh et bien sûr les petites arabesques là, vous voyez, pour montrer que c'est une épée maudite, hein, bien sûr, avec une forme un petit peu bizarre. Elle est parfaitement représentée. C'est une arme qui est aussi stylée actuellement que le marteau de notre ami Vulcain. Il est très 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 joli comme arme et surtout très bien représenté. La cape. Et ben vous voyez, elle est fine aussi, finement sculptée et en mouvement. Et ben là j'ai rien à dire, elle est vraiment très très stylée. Et vous voyez, il y a des petites arabesques encore une fois, mais vous pouvez la peindre des couleurs que vous voulez, par exemple en noir ou en blanc, ce serait très joli. Il a également beaucoup de, étrangement, beaucoup de parchemins. Alors, les parchemins sont surtout là pour faire le mouvement. Moi, je pensais pas qu'il en aurait. Ben, vous voyez, il en a. On pouvait également faire des petits symboles plutôt stylés, je dois dire. Et enfin, vous voyez, il a les petits masques d'opéra là, hein, bien sûr qu'on voit souvent hein, sur les Emperor Children. Je pense que son armure c'est la plus belle qu'on ait vue jusqu'à présent. Et le violet, c'est vraiment une couleur magnifique hein, pour le coup. Et là, du coup, il est en train de se battre contre son frère. Alors, ce diorama est aussi joli que celui de son frère, d'ailleurs, je dois dire. Alors, qu'est-ce qu'on dit de Fulgrim? Moi, je trouve que la pose, c'est la plus belle qu'on ait vue jusqu'à présent. Ceci dit, il marque des points par la caractérisation de son armure et de son arme. Ceci dit, le visage est un peu décevant. Et c'est dommage, venant du plus beau, entre guillemets, des Primarques et de celui qui fait le plus attention à son apparence. Ceci dit, je vais le mettre, je pense, à 9 sur 10, puisque il est capable, aujourd'hui, de cocher suffisamment de cases. Hein. Encore une fois, il coche toutes les cases, à part le visage, de ce que peut attendre un joueur qui aimerait avoir Fulgrim dans son armée. Je pense qu'on peut le peindre de plein de façons différentes en plus, pour le rendre un petit peu plus unique, et vous voyez, il a même des dagues là, c'est joli. Hein. Et franchement, son armure, elle est très jolie, et je pense que sur son socle non scénique, je sais pas si on peut le voir... Non, malheureusement on le voit pas. Donc le socle à jouer, je pense que lui, vu qu'il est plus vertical, je pense qu'il va mieux que Angron sur son petit socle pour le jouer. Donc actuellement, je pense qu'il marquera encore des points comme ça. Et là vraiment le Golden Angle, il est absolument magnifique hein, avec la ligne de force là. 9 sur 10, hein, Fulgrim, bravo. Bravo mon gars. Ceci dit, avant de passer à la suite, eh bien on va regarder la deuxième version de Fulgrim. Parce qu'il existe une deuxième version sur 30K. Et ce n'est pas celle que vous avez sur 40K. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Fulgrim transfiguré 30K, c'est une des plus belles figurines jamais faites par le studio. On aurait du mal à la voir de près parce que vous voyez, elle est tellement grande que c'est compliqué. Je peux déjà vous dire que je la mets à 10 sur 10 parce que moi je la connais bien cette figurine. Elle est à 10 sur 10 et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, parce que là, elle est parfaitement verticale, vous voyez, elle est en action, mais pas trop, du coup, on peut voir tous les détails. Elle est beaucoup plus jolie que celle de 40K, qui est beaucoup trop, disons, dans la surcompensation, avec un visage agrougrou, je suis méchant, en train de crier, vous voyez, avec les armes dégainées, etc. Là, on a un Fulgrim, regardez ce visage. C'est ça qu'on veut sur Fulgrim. Il est sûr de lui, il a pas les traits tendus, il est apaisé et en même temps il a quelque chose d'inquiétant. Ça c'est un visage parfait, vous voyez, ça c'est un visage parfait. Chaque écaille de son corps de serpent est magnifique, l'armure serpentine qu'il a enfilée par-dessus, beaucoup plus jolie que ce qu'on a encore une fois sur 40K avec cette espèce de chair déformée qu'il a, etc. On a les vestiges de sa vieille armure que nous venons de voir, qui s'est adaptée à son nouveau corps, bien sûr, 4 bras avec 4 armes différentes, absolument incroyable, et surtout des cornes. Il a des cornes, ce qui est ultra stylé actuellement. Les ailes, elles sont élégantes, fines, c'est pas quelque chose qui est trop tassé comme sur 40K, la lance est très longue, moi j'adore, et surtout, regardez, encore une fois, on a une sorte de ligne de force comme ça, qui part avec la queue jusqu'à la pointe des ailes, c'est absolument magnifique. Et vraiment, le visage, on ne s'en rend pas compte parce qu'on peut pas zoomer assez, mais franchement, croyez-moi quand je vous dis qu'il est incroyable. Il a dans les cheveux une broche
avec le symbole de Slaanesh, et regardez-moi ces cheveux magnifiques dans lesquels s'entremêlent 2 paires de cornes, et encore une fois, je le redis, hein, mais un visage absolument délicieux, et sa queue de serpent est terminée par un aiguillon de scorpion, ce qui est quand même ultra stylé. C'est la plus belle figurine de Fulgrim jamais sortie, une des plus belles figurines jamais faites sur Warhammer tout entier, qui met à l'amende la version 40K de Fulgrim Démon de très loin, et je la mets donc à 10 sur 10 en termes de prix marque, puisque sa pose est assez détendue pour qu'on puisse profiter de tous ces détails, tout en vous faisant comprendre qu'il est quand même au combat. C'est absolument délicieux. Bravo Fulgrim transfiguré, c'est le 10 sur 10, pour l'instant c'est le meilleur prix marque qu'on ait eu jusqu'à présent. Bravo. D'ailleurs, en parlant de ça, on a fait Engron tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, mais Engron a aussi une figurine spéciale 30K en démon. C'est Engron transfiguré. Et cet Engron-là a fait beaucoup parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé moins bon. Eh bien moi, je vais vous surprendre, c'est également un 10 sur 10 pour moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là où la figurine de 40K est très tassée en mode Hulk, avec le dos courbé, des énormes muscles qui dépassent de partout, et vraiment presque à 4 pattes, vous voyez, ce qui peut être intéressant, hein, je veux dire. Et ben là, on a un aspect presque humain, et c'est ça que j'aime. Regardez son visage. Moi, je trouve que ce visage-là, il est parfait, et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, transfiguré, là, on a vraiment l'impression que c'est un homme qui a muté, en fait, que c'est un homme en dessous de ce démon qui a pris possession de lui. Ben, on a vraiment l'impression que c'est un visage humain, qu'il était humain autrefois. Et je trouve que ça, c'est beaucoup plus intéressant que l'espèce de Hulk qu'on a sur 40K et qui il ressemble juste à un gros buveur de sang. Là, on dirait vraiment un ancien humain qui a été victime de la tragédie. Et ça, c'est très intéressant. Et j'apprécie ce visage, contrairement à beaucoup de gens. Ensuite, bien sûr, on va retrouver les motifs de son armure que nous avons vu précédemment, bien sûr. Pareil, il est très grand, je vais avoir du mal à zoomer. Mais vous voyez que c'est la même armure de bronze, avec cependant des détails supplémentaires, puisque cette armure a muté aussi, elle a des pointes un peu partout. Elle a, vous voyez, des sortes d'arabesques, mais qui rappellent un petit peu l'étoile du chaos. Les symboles de Légion un peu partout. Beaucoup plus de crânes, mais qui ont gardé, bien sûr, l'espèce de cape en fourrure qu'il avait dans sa forme humaine. Encore une fois, c'est une histoire, vous voyez, c'est l'ancien humain qui est devenu cette bête, c'est ça qui est intéressant. Là, moi, j'aime bien aussi ce visage de démon qui a poussé dans son épaulière. Et vous voyez, regardez, ses chaussures sont parties, il a des pieds de démon maintenant. Et bien sûr, là, le symbole de corne, hein, qui a poussé également sur cette armure qui, aujourd'hui, épouse la forme de ses muscles. Très joli actuellement. Au niveau des ailes, pareil, beaucoup plus subtil et fin que sur 40K où on a des sortes d'ailes biceps dégueulasses. Là, nous avons des ailes un peu à la Fulgrim, c'est-à-dire longues et amples, élégantes, etc. Encore une fois, on n'a pas l'impression d'en trop en faire. C'est pas à gros je soulève de la fonte, je m'appelle Engron, etc. Ça, c'est pas très intéressant. Là, ça raconte une histoire. Encore une fois, j'aime beaucoup. Ensuite, en termes d'armes, il a une épée qui est bardée de bien sûr de pointes et de côtés pour déchirer, puisqu'il faut faire couler le maximum de sang, et bien sûr sa hache signature, on va dire, qui a elle aussi muté, où la tronçonneuse est devenue des dents. Donc là, encore une fois, on a une histoire. Et je trouve que pareil, les détails, vous voyez, sont subtils. Ça n'en fait pas trop. Il y a pas marqué Korn trademark à côté. On comprend que c'est affilié à Korn. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme qui nous rappelle que c'est fait pour faire couler le sang un maximum. Et je trouve que du coup, cette figurine, c'est une de mes préférées encore une fois. Regardez-moi ça. Regardez juste le profil avec la queue là, et le profil comme ça, vous voyez, les ailes là, contrairement à Fulgrim qui étend ses ailes de façon élégante, et bien là, en fait, on a des ailes penchées vers l'avant, très agressives. Et c'est ça qui est intéressant. La texture est très jolie avec les veines dedans, etc. Ah bah là on voit l'épée. Regardez avec la gueule de démon là, très jolie, il y a des dents qui poussent au bout. Franchement, rien à dire. Le Engron transfiguré, pour moi, il est également à 10 sur 10, et il est à la hauteur de Fulgrim, parce qu'il raconte l'histoire d'un humain qui a vendu son âme, et qui le regrette aujourd'hui et qui souffre. Et ça, pour moi, c'est exactement ça Horus Heresy. Donc il faut se rendre compte que cette figurine, beaucoup de gens ne l'ont pas aimé, je n'ai jamais compris pourquoi, parce que pour moi, c'est un GOAT, il est très satisfaisant, c'est tout à fait l'esthétique Horus Heresy, très joli, beaucoup mieux que sur 40K de même.
Alors, excusez-moi pour le détour en gros, on va parler de Lorgar. Lorgar, là, il a le genre de pose que j'aime bien. C'est-à-dire, c'est une pose qui n'a rien à prouver. C'est un personnage qui est juste debout et qui fait jouer son titre et son aura de Primarque plutôt que d'essayer de la vendre en faisant des mouvements. Là, il est posé, il regarde soit le champ de bataille, soit ses troupes. Regardez. Ça, c'est une pose de quelqu'un qui a rien à prouver et qui est sûr de sa vérité, comme dirait Lorgar. C'est qui est sûr de que ce qu'il croit est vrai, est juste. Et ça, j'apprécie. Il a une armure sculptée de runes qui viennent de Colchis, donc ça c'est vraiment ultra sympa. Encore une fois, elle n'en fait pas trop, c'est une armure sobre, puisque encore une fois, Lorgar, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il a prouvé qu'il avait raison, il va pas en faire plus. D'accord? C'est pas quelqu'un qui est ah gros je suis méchant. C'est ça qui est intéressant avec Lorgar, c'est qu'il est sobre Lorgar. D'ailleurs, son armure, elle est grise et un vieil or ou un vieux bronze très joli. Là, nous avons les flammes de sa légion qui lui servent de genouillère, très finement incrustées comme ça, très joli. Pareil, son backpack, il n'en fait pas trop. J'aime aussi la cape qui est sobre, élégante et avec des petits rubans de prière quand même. J'aime que la main soit ouverte, prêt à être tendu vers ses frères qui voudraient rejoindre sa cause, la cause des dieux sombres. Et bien sûr, Illuminarium, sa masse, qui était à l'époque une masse pure et qui est aujourd'hui le symbole de l'étoile du chaos. Et ça, c'est intéressant en termes effectivement de symboles et de caractérisation. Pour ce qui est du socle, le socle, il est pas très bien peint, je dois dire ici, mais on va le regarder en noir et blanc, vous voyez, il est plutôt joli. C'est-à-dire que c'est un autel avec des runes, donc on peut penser qu'il était en train de faire une prière pour, s'attirer la faveur des dieux. Il y a quelques crânes, quelques bougies, quelques flammes, et c'est tout. C'est très sobre, c'est très joli, et je pense que si c'est mieux peint que ce qu'on a vu, ça peut totalement faire le taf. J'ai notamment vu quelqu'un qui faisait un OSL à partir du dessous comme ça, absolument très joli, puisque la rune était emplie de puissance magique, vous voyez. Et vous voyez que une pose simple comme ça, si vous retirez le socle pour le jouer, avec le petit socle, ça fait beaucoup plus le taf qu'une pose compliquée. Parce que là, vous voyez, il fait peur, et en même temps, c'est assez simple pour, on n'a pas l'impression qu'il va tomber de son socle, qu'il va dépasser, ou qu'on l'a extrait d'un socle, et que sans le socle, on comprend pas ce qu'il fait. Parce que c'est, sur Angron, c'est un peu ce qui se passe. Sur Angron, vous enlevez les Space Marines qui sont en train de voler de tous les côtés, la figurine est moins lisible. Alors que là, c'est parfaitement lisible. Pour moi, Lorgar, c'est un Primarque très solide, que je vais mettre à 8,5 sur 10, parce que il coche toutes les cases de ce que les gens veulent pour incarner Lorgar, quelqu'un de simple, qui est en même temps caractérisé de la bonne façon, et surtout, quelqu'un qui n'est pas forcément le Primarque le plus, le plus bombastique, parce que c'est important d'avoir de la retenue, on n'est pas sur 40K, on est sur un livre d'histoire, encore une fois, Horus Heresy, c'est un livre d'histoire. 8,5 sur 10 pour Lorgar, bravo. Ensuite, nous avons le GOAT, le personnage éponyme, Horus, le premier Primarque jamais sorti. Je bois pour fêter ça. Horus Lupercal, du coup. Alors, cette figurine d'Horus, elle est intéressante. Déjà, parce que c'est la première qui est sortie. Et surtout, regardez-moi ce socle. Encore une fois, une magnifique ligne de force qui part comme ça. Vous voyez? Et en fait, ça mime, je sais pas si vous remarquez, mais ça mime la pose de l'empereur. C'est exactement cette pose que l'empereur fait avec son épée pour rallier les légions au départ de la Terre, lorsqu'il lance sa grande croisade. C'est ça qui est intéressant, c'est que cet Horus est construit exactement comme on construirait l'empereur. Du coup, c'est un motif très intéressant. Ensuite, ce qui est intéressant avec cet Horus, c'est que vous pouvez, et c'est ça qui est cool, c'est une figurine assez neutre et vous pouvez le construire comme un Horus loyaliste. Et oui, parce que là, oui, il est peint en noir, mais vous pourriez le peindre en vert. Et vous pourriez aussi le peindre en blanc, comme un Luna Wolf. Et d'ailleurs, en parlant des Luna Wolf, il y a le symbole ici. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que c'est un Horus au début de la trahison, quand il n'est pas totalement corrompu, ou pendant la Grande Croisade. Et du coup, vous pouvez en faire un loyaliste. Si jamais vous faites un what if et que vous faites des Luna Wolf, par exemple,
ou des Sons of Horus loyalistes, et bah en fait vous pouvez jouer Horus loyaliste avec ça. Donc ça c'est vachement cool actuellement. Parce que l'armure c'est exactement la même que au début. Donc c'est vraiment cool. En termes de figurines, bien sûr, il a Worldbreaker, sa masse, qui est représentée de façon assez sobre, quoique un peu oubliable. Le design, j'ai jamais été trop fan, c'est dommage. Il a sa griffe, sa serre d'Horus, qui pareil, j'aurais bien aimé des doigts un petit peu plus longs, mais comme vous voyez, ça fait le taf, c'est pas du tout un problème. Et le troisième élément central, bien sûr, c'est la peau de loup, bien sûr, puisque c'est quand même l'ancien Luna Wolf, hein, vous voyez, qui s'étend derrière avec, là vous avez la gueule de loup, et qui s'étend et qui recouvre sa cape, qui est très jolie aussi sa cape, et assez peu décorée pour que vous puissiez en faire encore une fois ce que vous voulez. Son armure, eh bien, elle comporte tous les symboles et loyalistes et traîtres, donc c'est vraiment cool. Il y a l'œil du maître de guerre, hein, qui n'est pas un symbole traître à la base, donc c'est juste le symbole d'Horus. Hein. Depuis le début, hein, même quand il était loyaliste, il avait l'œil d'Horus. Donc encore une fois, ça ne gêne pas pour faire un Horus loyaliste. Pour la tête, bah Horus, c'est un mec chauve, donc bon, il n'y a pas grand chose à dire. Mais ceci dit, son armure, elle est parfaitement représentée, je trouve. C'est un Primarch très solide, et surtout, bah le socle, il marque énormément de points, je dois dire. La pose et le socle marquent énormément de points. Et j'aimerais bien voir en socle non scénique, mais je crois qu'on va pas le voir. Ok. Je pense que, du coup, dans son socle non scénique, je pense que ça prend quand même cette partie-là, hein, avec la tête d'aigle là en pierre, je pense, parce que ça me semblerait bizarre sinon. Donc je pense que même sans l'escalier et sans la terre en dessous, je pense qu'il est quand même très joli sur son socle, pardon, non scénique. Donc Horus, qu'est-ce qu'on en dit? Moi je trouve qu'il fait parfaitement le taf, et pour un loyaliste, et pour un traître, en début d'hérésie. Je pense que il vend parfaitement l'idée que il s'agit d'Horus. Il n'y a pas d'embrouille, et surtout il est assez simple. Et comme il est fait en contraste avec l'empereur, et je trouve que c'est encore plus intéressant. Horus, c'est un Primarch solide, que je vais mettre également à 8,5 sur 10, parce que comme c'était le premier à sortir, il est quand même, on va dire, un petit peu vieilli, on va dire. Il aurait mérité peut-être des détails un petit peu plus fins, je pense, que s'il avait été fait après, etc. Mais encore une fois, pour une figurine qui est sortie genre en 2010 ou en 2012, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais enfin vous voyez, c'est quand même une très belle figurine, hein, faut pas déconner. Donc 8,5 sur 10 Horus, bien joué, mon garçon. Ensuite, nous avons Mortarion, le faucheur, Primarch de la Death Guard. Mortarion, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que vous voyez que son armure, eh bien, elle n'est pas très enjolivée, elle est brute, mais ce qui la rend intéressante, c'est le weathering. Exactement comme, eh bien, tout le reste d'Horus Heresy. On va pas forcément chercher à être bombastique, on va surtout chercher à avoir de la personnalité, et c'est ça qui est cool actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose, Mortarion? On a, du coup, un socle scénique, que je trouve totalement oubliable, mais ceci dit, bon, mieux vaut un socle oubliable qu'un socle qui gâcherait la figurine. On a une faux gigantesque qui vend quand même l'idée qu'il s'agit de la même faux que quand il est en mode démon sur 40k. Donc jusque là, c'est très bien. C'est-à-dire que c'est la même faux mais un petit peu plus soft, on va dire, avec moins de détails. J'aime le fait que la crosse soit en bois, c'est très joli. Enfin la crosse, le manche, pardon. En ce qui concerne l'armure, je vous l'ai dit, elle est sobre, mais elle est ce qu'on veut attendre de Mortarion. De même, vous voyez que sa cape, toute simple, avec les bords déchirés, qui rappelle un petit peu les linges qu'on trouve dans les hôpitaux pendant la peste, vous voyez, qu'on met sur les cadavres et tout, c'est super intéressant. Il a des répandeurs d'encens qui sont très jolis. Là, lui, pour le coup, son backpack, il a du sens parce que c'est un truc anti-produits chimiques, donc pour le coup, ou qui propulse des produits chimiques. Actuellement, c'est pareil, je trouve que ça, pour le coup, ça le fait, et ça casse un petit peu la monotonie de l'armure, donc c'est cool, contrairement à Ferrus Manus. Ensuite, pour ses épaules, elles sont recouvertes de tissu. Pour le coup, moi, je suis pas forcément le plus grand fan des épaules, je pense qu'on aurait dû les faire en métal normal. Et pour sa tête, j'aimerais bien la voir de près, mais je crois qu'on va pas la voir. Non, on va pas la voir de plus près. Bon, c'est pas grave. Bon, pour sa tête, on a du coup un linge qui rappelle la cape, et surtout un visage blafard qui fait peur, et je pense que c'est une tête qui, même si elle n'est pas incroyable, eh bien elle est solide, c'est-à-dire qu'elle vend tout à fait l'idée que c'est Mortarion, que c'est un mec maladif, et qui est, on va dire, sinistre, et qui a pas cherché à spécialement être beau, lui, contrairement à d'autres. Donc, Mortarion,
C'est quand même un perso solide, et en plus, sans son socle scénique, il marche très bien. Moi, je pense que c'est un Primarch qu'on peut peindre de plein de façons différentes, notamment grâce au Weathering. Vous pouvez le faire également en traître et en loyaliste, c'est ça qui est bien. Et, honnêtement, je le trouve efficace. C'est pas forcément un Primarch qui va se démarquer, c'est un peu dommage. On aurait aimé une autre pose, peut-être, je sais pas, quelque chose qui soit peut-être un peu plus sinistre, genre par exemple, lui debout, moi je l'imaginais comme ça, vous voyez, debout, simplement debout, avec la faux plantée dans le sol à côté, et il la tient à côté de lui, et son bras libre, il pointe du doigt vers vous. Un peu comme la grande faucheuse, vous voyez, genre, ton heure est venue. Et je pense que ça aurait été un 10 sur 10 si ça avait été ça. Là, malheureusement, je vais le mettre à 7,5 sur 10. 7,5 sur 10, Mortarion. Il est solide, mais j'aurais aimé autre chose. J'aurais aimé l'idée vraiment de la grande faucheuse. C'est un petit peu dommage. Un peu de retenue. Là, il est pris en combat, et pour quelqu'un qui aime pas spécialement se battre, ouais, c'est un peu dommage. J'aurais aimé une meilleure caractérisation du personnage. Ceci dit, l'armure est très jolie. 7,5 sur 10. Konrad Kurz, le buveur de monstres énergie breuvage. Je reprends une gorgée, excusez-moi. Alors, Konrad Kurz. Primarque des Nightlords. Le favori des femmes. Qu'est-ce qu'on en dit de Konrad? Konrad, vous l'aurez remarqué, si vous avez écouté ce que j'ai dit sur les autres Primarques, il y a une ligne de force, assure. Vous voyez? C'est un mouvement en diagonale très joli, avec une pose lui aussi très agile. Je pense que cette pose vend parfaitement le fait que c'est le Night Haunter, comme il aime s'appeler. Et on est sur un socle scénique qui est, somme toute solide, somme toute oubliable. C'est-à-dire, c'est ok, mais c'est pas non plus la panacée. Ceci dit, les cadavres qui sont là, je trouve qu'ils sont plutôt cool. On n'a pas l'habitude de voir des cadavres découpés de cette façon dans Westeros ni dans Warhammer, donc c'est cool, c'est graphique, donc c'est bien. On a besoin un peu que ce soit graphique, de toute façon les Nightlords, sinon on s'ennuie. Le bleu, je trouve qu'il est intéressant, et je pense que notamment, on peut en casser la monotonie et ne pas rappeler un ultramarine grâce à ces petites lignes qui sont sur son armure. Vous voyez, il a plein de plaques d'armure découpées comme ça de façon diagonale, tranchantes, pour lui donner un côté tranchant justement, lui donner un côté acéré et dangereux, qui ne rappelle pas les ultramarines justement, qui ont des armures beaucoup plus lisses et ornées. Il a aussi des motifs un petit peu religieux là, vous voyez, qui rappellent un peu les églises, puisque c'est quelqu'un qui croit au destin, donc c'est intéressant. Il a bien sûr ces deux griffes qui sont magnifiques pour le coup, regardez-moi de profil comment c'est joli. Ces deux griffes très fines, très acérées, on aurait l'habitude de voir des armes beaucoup plus bombastiques dans 40K, et bien là, vous voyez, les griffes là, elles sont toutes petites, on dirait les griffes de X-23 dans X-Men, c'est vraiment sympa. De même, il a des griffes sur ses mains, et ça c'est intéressant, regardez, le bout de ses doigts c'est des griffes aussi, donc c'est cool actuellement, j'aime énormément. Il a des trophées macabres sur les épaules, ça doit être ses dernières victimes sur Nostromo. Il a le symbole de la Légion, jusque-là, rien d'anormal. Et enfin, derrière, j'aime aussi le halo de fer, regardez, avec bien tranchant comme ça, qui va dans un backpack. Le backpack qui est fusionné quasiment à son armure, afin de le laisser au maximum libre de ses mouvements. Enfin, il a la fameuse cape en peau humaine, et avec des ossements et des trophées macabres, qui est liée également à du tissu, vous voyez, donc vous pouvez vous faire plaisir encore une fois avec les textures, qui est rappelé ici par le pack. Bien sûr, son torse, qui est iconique, puisque comme je vous l'ai dit, il est découpé en plusieurs sous-armures qui donnent un air agressif. L'aquila est remplacée par des ailes de chauve-souris, et la plaque d'armure ventrale rappelle, la cage thoracique d'un squelette, donc c'est vraiment cool. Enfin, son visage, c'est un peu comme Mortarion, c'est-à-dire que c'est un visage qui fait peur. Voilà, même en noir et blanc, il fait peur, je dois dire. Et j'aime le fait qu'on l'ait représenté avec les cheveux longs, qui ressemblent un peu à l'empereur. C'est une vision de l'empereur s'il avait été obscur, maléfique. Et ça, j'apprécie. J'aime aussi le fait qu'on dirait un peu un cadavre, parce que je pense que il prend pas soin de lui. Après, ça se voit que le sculpte a un peu vieilli, mais pour le coup, moi je trouve que ça ne gâche rien. Konrad Kurz, je pense que il coche toutes les cases pour les joueurs Nightlord. Il va perdre un point, je pense, pour le socle, qui est assez oubliable. J'aurais aimé le voir sur une gargouille, par exemple, ou sur quelque chose comme ça. Mais en tout cas, lui, le fait qu'il soit au repos, mais dans une pose tendue comme ça lui va très bien, parce que c'est pas quelqu'un qui, justement,
va être au repos souvent, donc on peut l'entendre. Pour moi, c'est un Primark à 9 sur 10. Qu'est-ce que vous en pensez? Konrad Kurz, je pense qu'il coche toutes les cases. S'il y a des Nightlords dans le chat et dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous pensez de votre Primark, parce que je serais curieux d'entendre votre commentaire. Quentin, bien sûr, qui est un de mes amis et qui regarde les vidéos, tu nous diras ce que toi tu penses de ce Konrad Kurz là, l'officiel, puisque toi tu en as un non officiel qui ne ressemble pas à ça, tu nous diras ce que tu en penses. Moi je le mets à 9 sur 10, il perd un point sur le socle et sur la présentation, mais globalement tout est extrêmement solide. 9 sur 10 pour Konrad. Ensuite nous avons Jules César, Reboot Gulliman. Reboot Gulliman, eh bien là c'est une pause au repos, et moi je trouve que la pause est extrêmement solide. C'est exactement ça qu'on veut pour représenter Reboot Gulliman. Une bien meilleure pose que la pose sur 40k, qui est prise dans le feu de l'action et qui lui va beaucoup moins bien. Là, bien sûr, c'est pas une parodie, mais c'est une inspiration très claire de Jules César, puisqu'il a le même profil que Jules César. Il a le temple romain derrière, bien sûr. Il a le glaive romain et la pose de l'empereur romain qui mène ses légions, et du général romain. Il a également, je vous en avais parlé lors de l'épisode sur les ultramarines, les bannières du type légion romaine, que je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est pas mal. J'aime aussi que sur les piédestals, eh bien, il y ait des plaques commémoratives avec les noms des héros de Macragge. Là, vous avez sur son socle, eh bien, le nom des mondes les plus puissants du système d'Ultramar. Donc là, en fait, juste, si on parle juste de la pose, et juste du socle, et juste de la présentation, le perso, il a 10 sur 10. D'accord? Je parle pas de l'armure encore, mais là, c'est un 10 sur 10 parce qu'en fait, c'est exactement ça, un ultramarine. D'accord? C'est exactement ça. C'est l'ordre, c'est la légion, c'est la fidélité au système d'Ultramar, c'est la droiture exemplaire. Et c'est ça que on veut attendre d'un ultramarine. D'accord? Le socle est parfait, la présentation est parfaite, la pose est parfaite. Excellent, bravo Reboot. Alors, on va parler un peu du personnage, parce que peut-être qu'il sera pas à 10 sur 10 lui. On va voir. Donc là, on a aussi un personnage bleu, et vous voyez qu'il est à l'antithèse de ce brave Konrad, puisque vous voyez que par exemple là, lui, il a bien l'aigle impérial, il a, au lieu d'avoir une cage thoracique de squelette, il a des abdominaux façon légion romaine, qui sont également sculptés sur le côté, il a bien sûr les éléments de la légion romaine avec les petites ceintures de cuir, les petites lanières de cuir, il a pas non plus énormément de décoration, vous voyez, il est pas full doré comme sur 40k, il est plutôt sobre, il a les ailes de l'aigle, il a les signes de la Légion, les signes de l'Imperium, les signes de l'Empereur, son glaive est particulièrement simpliste, et c'est ça qu'on aime avec le symbole des ultramarines, et c'est tout. J'aime le fait qu'il ait son fourreau customisé en main, il a bien sûr le gantelet énergétique de Gulliman qui ne comporte aucune décoration, et ça faut le dire, c'est très joli. Il a une épaulière sobre, mais avec un mélange de couleurs très très joli, absolument délicieux, qui est répété ici en termes de mélange des couleurs avec un autre symbole, bien sûr celui des ailes, donc c'est vraiment sympa, et de même, son halo de fer, eh bien il est très sobre. Il a juste les lauriers de la victoire qui rappellent du coup les ultramarines. En ce qui concerne le visage, eh bien c'est le visage de Jules César, c'est un parti pris assez clair et différent de 40k, on peut ne pas aimer, mais le fait est, c'est le vrai Reboot Gulliman ça. Il est comme ça, Reboot Gulliman. Si vous le regardez dans eh bien son artwork officiel, par exemple si je vais Reboot Gulliman portrait, on va tomber sur le portrait officiel. Alors il y a celui-là, voilà. Ça c'est celui qui est dans les Black Books, d'accord. C'est Jules César en fait. Il y a même pas, je veux dire c'est voilà. Si vous comparez ça et ça, c'est le même. D'accord? C'est le même. Il y a une fidélité absolue à ça. Donc qu'est-ce qu'on en dit? Moi je trouve que Reboot Gulliman, malgré sa simplicité, malgré le fait que ouin c'est un ultramarine machin, eh bien c'est un personnage à 9,5 sur 10. Parce que il vend quasiment parfaitement l'idée qu'il s'agit de Reboot Gulliman. C'est l'ultramarine en chef, c'est le grand schtroumpf, c'est appelez-le tout ce que vous voulez pour vous moquer de lui. Mais le fait est, Gulliman, il fait le taf. Regardez son socle, comment il est incroyable. Regardez sa pose, comment elle est simple, et qu'elle transmet l'idée que c'est le général de la Légion, et que c'est pas quelqu'un qui va se battre en premier lieu, mais qui peut se battre s'il en a besoin avec ses armes.
C'est quelqu'un de courageux qui croit en l'Imperium, qui croit en la droiture et en l'honneur. Et ça, moi je dis, dans un âge de ténèbres, eh bien il faut récompenser ça. 9,5 sur 10, hein. Au bout de Gulliman, quasiment parfait. Point bonus pour le socle qui est de toute beauté. Hein. Bravo mon pote. Perturabo, Primarque des Iron Warriors. Alors, qu'est-ce qu'on dit de Perturabo? Perturabo qui est dans une pose semi-action, comme vous le voyez. Il est sur le cadavre d'un Imperial Knight. Donc c'est un socle intéressant, vous voyez déjà. Qui ressemble à ça, si vous l'enlevez du socle scénique, vous voyez. Donc ça reste quand même un très gros socle, même hors scénique. Et là, moi j'ai un petit problème sur le socle de jeu, c'est-à-dire que vous voyez, il est un peu trop gros, il est un peu trop excentré. J'aurais peur de le faire tomber, personnellement. Pardon. Ceci dit, c'est un joli socle, mais je lui enlève un point, parce que trop excentré. J'aime pas quand le perso est excentré du socle. Mais je comprends. J'aime le fait que ce soit un Imperial Knight et que ce soit vraiment reconnaissable. Actuellement, c'est cool. J'aime aussi qu'on voit le pilote, là, qui s'est fait démolir. Alors, qu'est-ce qu'on dit de Perturabo? Il a une pose simple, et je pense que, pour le coup, cette pose lui va. C'est-à-dire que il est pas en pleine action, c'est-à-dire il est peut-être en train de tirer de loin ou de donner des ordres, mais il est pas en train de donner des coups de marteau. Donc ça, c'est cool. Pour son armure, je pense que on est pas loin de la perfection de ce que peut attendre un Iron Warrior. Sa tête est parfaitement reconnaissable comme étant Perturabo. Encore une fois, c'est d'une fidélité absolue au dessin original de Perturabo. Bravo. Son armure, je vais pas en dire grand chose parce que vous voyez, elle est représentée quasiment à la perfection. Il y a assez de bandes de sécurité comme ça pour bien reconnaître les motifs des Iron Warriors sans trop en faire. Et ça, c'est agréable. Il y a des rivets un peu partout, c'est agréable. Il y a des tuyaux branchés un peu partout pour améliorer les performances de l'armure, c'est agréable. Des épaulières entièrement customisées, sans symbole, c'est agréable. Et en fait, vous voyez qu'il y a très peu de symboles. C'est ça qui est intéressant avec ce perso. Il y en a un là, et je crois que j'en vois pas d'autres. Il y a un symbole de la Légion. Parce que Perturabo, comme vous le savez, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre de la Légion, il en a rien à foutre de l'Imperium. Lui, il veut juste qu'on le laisse tranquille, donc il fait le minimum. Il met son symbole de Légion parce qu'il est obligé, et c'est tout. Et ça, c'est une bonne caractérisation. Après, franchement, j'apprécie ça. Ce motif-là, il est repris à la ceinture par d'autres personnes de sa Légion, donc c'est actuellement cool de faire un rappel. En ce qui concerne ses armes, eh bien, elles sont sans fioriture. C'est des armes d'Iron Warrior. Je n'aime pas trop la forme de son marteau. Je pense qu'on aurait pu le rendre un petit peu plus intéressant. Mais ceci dit, il fait le taf. Je vais pas lui enlever de points ni lui en rajouter pour ça. Par contre, ses guns, 2 poignets, sont très intéressants. C'est des sortes de mini autocanons. Ils sont très très jolis actuellement parce qu'ils sont simples. Et on dirait qu'ils sortent de l'usine. Donc c'est assez cool. Et ils sont reliés derrière à son backpack custom de sa grosse armure. C'est une armure qui est vraiment impressionnante parce que en fait elle est brute. Elle est brute, pratique et surtout en fait encore une fois, il y a encore moins de fioritures que Ferrus Manus. Pour moi, Perturabo je pense qu'il correspond parfaitement à ce qu'on veut de lui. Donc en termes de miniature, je vais le mettre à 9 sur 10. 9 sur 10, mais il n'ira pas à 9,5 sur 10 comme Gulliman, ni à 10 sur 10 parce que malheureusement, sa pose et son socle le baissent très légèrement. Très légèrement. S'il avait eu un socle aussi pertinent que Gulliman, je l'aurais mis à 9,5 sur 10. Et je l'aurais mis à 10 sur 10 s'il avait eu un marteau un petit peu plus stylé que ça. Là, c'est trop oubliable. Je trouve que le design du marteau est raté. C'est un peu dommage. Ceci dit, 9 sur 10, il n'a pas à rougir, hein, Perturabo, de sa figurine. Très sympa actuellement. Et j'aime le fait qu'il ait pas de backpack et que ce soit dans une sorte de grosse armure Terminator cataphractie très très lourde. Très sympa. 9 sur 10, Perturabo, bravo. Ensuite, nous avons Corvus Corax. Et ce sera le dernier que je ferai, après je fais une petite pause et je vous reprends après. Corvus Corax, primarque des Ravengard, eh bien, il est pris en pleine action sur Istvan, il se défend contre les traîtres. Et là, je trouve que malheureusement, pour le bon Corvus Corax, c'est un primarque qui s'en sort pas trop, malheureusement. Son armure est intéressante, son jetpack est particulièrement beau avec les ailes, vous voyez. Mais là, où la pose ressemble à celle de Conrad, malheureusement, il y a quelque chose qui va pas avec ce bon Corax. Je pense que les proportions ne lui donnent pas justice. Le visage, on dirait qu'il est effrayé. C'est un peu dommage. Sa coupe de cheveux est très jolie, hein. Mais le fait est, moi je suis pas forcément fan.
le pistolet là, il est goofy. Je n'aime pas actuellement le pistolet, on dirait un truc de Doctor Who actuellement, je n'aime pas du tout. La griffe est très jolie, ceci dit là. On aurait aimé qu'il ait 2 griffes actuellement, enfin il en a une mais elle est rétractée, mais j'aurais aimé qu'elle soit ouverte sur les 2 membres. Son armure est jolie, hein, avec les symboles de la Légion, les ailes de corbeau, le crâne de corbeau, c'est pas mal, hein, vous voyez. Il y a un niveau, hein. Il y a un niveau. Là, il y a une sorte de corde, enfin c'est bizarre. Le jetpack, encore une fois, est magnifique, hein, mais voilà, le socle, là où avoir un cadavre en train de tomber, c'était intéressant sur Angron, là, c'est pas du tout intéressant. Je dois dire que je suis très déçu par Corvus Corax. Je n'aime pas du tout ce qu'ils ont fait de Corvus Corax. Je pense que si je devais avoir ce personnage que j'aime beaucoup, bah là on le voit bien. Bah je le prendrais en peut-être impression 3D avec une autre pose ou je sais pas quoi, parce que là je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très déçu de Corvus Corax. Il a une belle armure, hein, pourtant, vous voyez, avec des détails fins, des petits symboles, des petites gravures en mode bec de corbeau et tout. C'est cool actuellement, mais en fait, le visage est tellement raté, on va dire. Il est pas mal fait, mais il est tellement raté. C'est pas du tout ça qu'on veut de Corvus Corax. La pose n'est pas celle qu'on veut de Corvus Corax. Et le pistolet est particulièrement nul. Je dois dire, hein, franchement, le pistolet, quelle déception. Regardez, on dirait un zob, quoi. C'est ridicule. Non, Corvus, c'est pas comme ça qu'on te voulait, mon gars. Moi, j'aurais bien aimé le voir debout avec les 2 griffes sur les côtés et le jetpack avec les ailes déployées, prêt à s'envoler. Et là, avec la tête, vous voyez, la tête un petit peu vers le bas, avec les cheveux qui descendent le long, les 2 côtés du visage, en mode, il a vu la trahison dans les yeux et il a compris que le rêve était mort, vous voyez. J'aurais bien aimé le voir comme ça. Là, ça ne va pas le faire, ça va être un des rares Primark, hein, que je vais mettre en dessous de la moyenne, si ce n'est le seul. Pour l'instant, c'est le seul en tout cas. Malheureusement pour toi, Corvus Corax, je vais devoir te descendre à 4 sur 10. Et les 4 points, tu les dois uniquement à ton armure, qui est somme toute assez réussie, il faut le dire. Tout le reste est raté, malheureusement, je trouve. C'est quelle déception. Et pourtant, il y a une petite ligne de force, hein. Encore une fois, c'est intéressant, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a beaucoup de choses qui vont pas, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de Corvus Corax? Moi, c'était une déception, alors que j'attendais beaucoup de ce perso sous-côté. C'est dommage. Alors ensuite, nous avons les Manrus. Un des Primarques que je déteste le plus au monde, mais bon, c'est comme ça. Alors, les Manrus, qui a une pose, disons, un peu similaire à celle d'Angron, hein, comme vous le voyez, au combat et plus spécifiquement en train de courir, eh bien lui, il n'a pas, malheureusement, la chance d'Angron, c'est-à-dire que sur son socle scénique, il n'y a pas des Space Marines en train de mourir. Ce qui fait que, du coup, bah, oui, c'est cool d'avoir, effectivement, un socle scénique qui est de toute évidence sur Prospero. Je suppose que il est fait pour aller avec Magnus, mais tout seul, je trouve qu'il est un petit peu vide. C'est-à-dire que oui, il court, mais je veux dire, et alors? C'est un peu dommage, parce que du coup, on est face à une figurine qui aurait mérité peut-être d'être en mode grand seigneur viking, posé avec sa hache quelque part, de façon solennelle et tout. J'aurais bien aimé, avec des totems sur le côté et tout. Ça aurait été cool. C'est dommage. Du coup, je suis pas fan de la pose, parce qu'elle n'a rien de spécial, c'est juste lui qui court, quoi. Du coup, moi, ça me fait un peu chier, quoi. C'est dommage. Alors, en termes d'armure, pour le coup, son armure, elle est pas mal, je trouve, parce que du coup, elle est customisée, bien sûr, mais d'un autre côté, pas tant que ça. C'est-à-dire que, comme vous voyez, elle n'en fait pas trop. Contrairement à beaucoup de Space Wolf, et je dois le dire, c'est étonnant venant du loup, y a pas des têtes de loup partout. Et ça, on apprécie. Parce que vous voyez, les jambières, au final, les seules décorations, ce sont des gravures de runes, de Fenris. Il a un couteau de chasse dans un étui personnalisé, il a des petits symboles en forme de bouclier, il a le logo de la Légion là qui est subtil. Là, il a rien sur cette épaulière là, du coup c'est cool quoi actuellement. Il y a pas des loups partout. Sa hache, elle est sobre et belle avec des belles gravures. Son épée, elle est sobre et belle avec des belles dents de loup sur le côté, et sa peau de loup sur la taille et sur le dos, pareil, elle est plutôt sobre actuellement, donc c'est cool actuellement. Et de plus, on est sur juste une double tête de loup
sur le backpack. Donc en fait, c'est assez sobre. D'autant que ce sont des têtes très sombres, donc c'est actuellement cool. De même, le bouclier là, et ben c'est pas une tête de loup, c'est juste un motif de crâne, donc c'est actuellement sympa. En fait, je suis assez surpris. J'aime aussi le fait qu'il ait un collier de fourrure autour du col, comme ça, c'est vraiment assez joli. De plus, sa tête, pour le coup, et ben moi je trouve que, si on peut la voir de plus près, voilà, je trouve qu'elle est plutôt réussie, c'est-à-dire qu'elle est finement sculptée, elle représente bien le loup en action, et encore une fois, les cheveux, c'est un sans faute. Les cheveux en mouvement, faut le dire, les sculpteurs ont fait des bons taf jusqu'à présent. Bien sûr, on peut le casquer si on préfère, avec si vous avez un casque custom. Donc, en vrai, là c'est pareil, on est sur un socle de jeu non diorama qui va être un peu plus faible parce que on l'imagine très bien dépasser énormément d'un côté, donc c'est pas très pratique quoi pour jouer. Ça c'est un peu chiant, c'est un peu excentré. Mais ceci dit, le loup il est solide. Là où je l'attendais un peu faible, hein, comme d'habitude, bah là moi je trouve que l'armure elle est soft, elle est subtile, c'est cool quoi. Actuellement, les Space Wolf feraient bien d'être plus comme ça actuellement, plus comme leur Primark. Alors qu'est-ce qu'on en dit de l'Eman russe? Eh bien, moi je dirais que non seulement bah il est solide, mais en plus, bah faut le dire, il est même dans le haut du panier quoi. Je le mettrais personnellement, je pense, à 9 sur 10. 9 sur 10 avec un point en moins à cause du socle et à cause de la pose qui est un petit peu oubliable, mais tout le reste est vraiment sympa. L'armure elle est subtilement sculptée, elle n'en fait pas trop, etc. Et la tête elle est plutôt correcte, donc franchement, un bon 9 sur 10. Je pense qu'il remplit toutes les cases de ce qu'on peut attendre d'un bon Space Wolf, tout en étant leur Primark en plus. Et il n'en fait pas trop. Donc franchement, prenez-en de la graine les Space Wolf. Actuellement 9 sur 10 pour votre Primark. Voilà, vous sauvez la mise là-dessus, hein, les gars. Ensuite, nous avons Magnus. Magnus, qui est un des Primarks, bien sûr, les plus originaux en termes de pose, parce que comme vous voyez, il est en train de lancer un sort. Ça, c'est vachement cool actuellement, on en voit peu des comme ça. Et il y a une ligne de force, hein, comme vous voyez, qui va de la droite vers la gauche, comme ça, en arc de cercle. C'est pas mal actuellement, regardez. Franchement, en action, il est plutôt cool. Et moi, ce que j'aime bien avec Magnus, c'est que sa pose, eh bien, même si certes c'est de l'action, bah il est assez posé, on va dire, d'un autre côté. Il est pas bombastique, c'est juste qu'il lève la main pour lancer son sort, et vous le détachez de son socle scénique, et bah là il tient parfaitement sur un socle de jeu, et je trouve que du coup ça fait le café. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on dit de Magnus? Magnus, il a effectivement son armure signature de Prospero avec des hiéroglyphes égyptiens un peu partout. Elle est subtilement peinte avec du non-metallic metal doré, vraiment très très joli, des pierres précieuses un peu partout, des tablettes hiéroglyphiques, le symbole ici de Prospero, et bien sûr, là où on attendait, eh bien les cornes tétons, parce que oui, Magnus il est censé avoir des cornes sur les tétons, bah là il en a pas. Et oui, parce que avant d'être un démon, il avait pas forcément besoin de cornes sur les tétons, il en a essentiellement une ici, sur les paulières et dans le dos. Mais en fait, il en a pas sur les tétons. Du coup, c'est mieux. Actuellement, meilleur design. Actuellement, la cape, elle est très jolie. On n'a pas l'habitude d'en voir des comme ça, avec une bande là, avec des petites runes et des petits hiéroglyphes accrochés de parchemin et de plumes, avec un col de sorcier ici, et bien sûr le logo ici qui rappelle un petit peu Harryman, bien sûr. C'est vraiment pas mal. Pour son arme, eh bien, c'est une lance ou un bâton de type Prospero égyptien, super cool et super sobre. Actuellement, il est vraiment très joli. Et au niveau du socle, eh ben, ça rend pas mal. Comme vous voyez, le socle scénique, c'est un sort qu'il est en train de lancer en puisant dans les énergies du Warp, tout en plus se permettant d'être subtil. C'est pas un sort énorme. Et en ce qui concerne son visage, comme vous voyez, il correspond parfaitement à ce qu'on veut de Magnus. Il a sa collerette, il a également un œil fermé, un œil ouvert avec l'œil qui donne sur le Warp, son fameux œil rouge, et un visage solennel, et bien sûr une grande crinière rouge, comme on l'attend. Et encore une fois, les cheveux ne déçoivent pas, c'est vraiment une très grosse crinière. Alors Magnus, qu'est-ce que vous en dites les gars? Moi je trouve que c'est solide, hein. C'est Magnus, on l'attendait pas forcément à être un des plus beaux Primarks, puis j'ai oublié de le dire, mais il a pas de manches, c'est-à-dire que il a les bras nus, et ça permet de faire éventuellement des tatouages de pouvoir, des choses comme ça, et ça permet aussi de montrer sa belle peau rouge, parce que effectivement Magnus, le rouge quoi. Donc qu'est-ce que vous en dites? Moi, personnellement, Magnus, comme je l'ai dit, je le trouve solide, je le mettrais, je pense, à 8,5 au minimum, 9
au maximum. Je trouve que on aurait aimé une pose encore plus solennelle, mais ceci dit, elle fait le taf. Pour tout ce qui est armure, elle est absolument somptueuse, l'armure. Ceci dit, là où il perd un peu des points, c'est sur la réalisation du FX de sort, là, qui est pas forcément le plus joli, ça je dois le dire. C'est cool, mais c'est pas forcément ce qu'on préfère. Le socle, il va perdre un petit peu de points, et la pose aussi. Mais globalement, tout le reste c'est solide, et je pense que les Thousand Sons seront contents d'avoir cette figurine dans leur collection. Regardez, c'est finement sculpté, hein. Regardez les petits détails, là. Ah bah, il y a même les instructions pour le socle. Ok, très bien. Regardez, franchement, de près, regardez les petits détails. C'est vraiment pas mal, hein. Le Magnus, il a un projet. Il a un projet. Et je pense que là, on n'est pas sur un Magnus en mode Marvel Cinematic Universe comme on a dans 40K actuellement. Vraiment joli actuellement, bravo. Ensuite, nous avons mon Primarch Rogaldorn. Alors, je suis, appelez-moi biaisé, mais c'est un des plus beaux Primarchs qui existent. C'est pour ça que je suis un Imperial Fist. Pas forcément parce que c'est le plus bombastique, mais c'est la meilleure pose, effectivement, la meilleure pose que vous trouverez sur tous les Primarchs. C'est la meilleure pose, et je vais vous dire pourquoi. Parce que son socle, il ne prend pas la vedette sur lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de sortilèges, d'énormes bouts de cadavres qui tombent, etc. C'est juste un piédestal avec des marches et un cadavre. Et Rogaldorn, sa pose, eh bien c'est la meilleure. Pourquoi ? Parce que, déjà, elle est unique. Le fait de tenir son épée à deux mains plantée dans le sol, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Et bien sûr, le fait qu'il soit juste debout à observer soit le champ de bataille, soit ses fils, soit même les ennemis qui arrivent sur lui et qui montent les escaliers défiants, ça transmet parfaitement ce qu'on veut de l'attitude du prétorien. C'est quelqu'un aussi, quand vous l'enlevez de son socle scénique, il est parfait, il est parfaitement centré, il est parfaitement stable. C'est vraiment un grand plaisir. Ça, c'est la pose que j'aurais aimé voir sur beaucoup de Primarchs, c'est-à-dire une pose solennelle, qui montre qu'il n'est pas qu'un Space Marine au combat. C'est quelqu'un qui regarde le champ de bataille, c'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout ça, des préoccupations des mortels, si vous voulez. Donc, Rogaldorn, il a sa fameuse armure en or, en auramite, qui est à la fois sobre et à la fois assez ornementée, mais les ornementations, comme vous le voyez, elles ne prennent pas le pas sur l'esthétique globale de l'armure, ce qui permet d'avoir une vraie balance, un vrai équilibre sur son design. C'est-à-dire que on va mêler, oui, les symboles là, impériaux, et puis Imperial Fist sur les côtés là, avec des pierres précieuses un petit peu, et des éclairs, des arabesques, etc. Mais en fait, il y a quand même des grosses plaques qui sont laissées à nu et qui permettent de soulager un petit peu le design et de l'apaiser et de le laisser respirer, si vous préférez. Il a un petit tabard fort sympathique, son épée tronçonneuse qui est également pas dépourvue d'exotisme puisqu'elle a une garde en forme d'aigle qui est sympa et des arabesques, mais qui reste assez simple pour ne pas complexifier le modèle, les mains qui sont bien mises en valeur là, et bien sûr, comme toute la figurine est dorée, et bah le visage, on le voit bien. Et son halo de fer, c'est juste un aigle tout simple. Son backpack, il est tout simple, et comme vous voyez, la cape, elle est relativement simple, et elle a juste un petit symbole Imperial Fist sur le côté. Donc qu'est-ce qu'on en dit de Rogaldorn ? Pour moi, et je vais essayer de pas trop être biaisé, Rogaldorn, je vais le mettre à 9,5 sur 10. 9,5 sur 10, pourquoi ? Parce qu'il coche toutes les cases de ce qu'on peut attendre d'un Imperial Fist, ça c'est le premier truc. Il coche toutes les cases de ce qu'on peut attendre de Rogaldorn, ça c'est la case numéro 2. Et la case numéro 3, c'est sa pose, qui est la plus belle pose jusqu'à présent, la plus simple, mais aussi celle qui inspire le plus de respect. C'est ça qui est important chez un Primarch, ça c'est une pose au repos qui en impose, sans jeu de mots. Mais du coup, 9,5, et pourquoi pas 10, parce que sinon je vais être accusé de favoritisme, déjà, et puis surtout, je conçois que certaines personnes préféreraient justement une pose un petit peu plus bombastique, une pose en action. Et à cela, je leur décerne 0,5 points, parce que je peux comprendre. Donc ce sera 9,5 sur 10, un Primarch efficace dans ce qu'il veut proposer, avec des très très belles proportions, que ce soit sur son socle de jeu et son socle scénique, et la plus belle pose jusqu'à présent des Primarchs non démons. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment ultra cool. Bravo mon pote Rogal, t'es le GOAT. Ensuite, nous avons
Alpharius, le primarque de l'Alpha Légion. Alpharius ou serait-ce Omegon, on ne sait pas. Alors, Alpharius, c'est pareil. Il a une pose vraiment très simple. Il est pas au repos, il est en action, mais il a une pose très détendue, donc c'est ça qui est cool. Alors Alpharius, son socle, il est vraiment sympa. Parce que même s'il est en action, comme vous voyez, il va planter avec sa lance pâle, eh bien, un Space Marine qui est en train de s'enfuir. Et c'est un Space Wolf en plus, donc c'est génial. Mais du coup, vous voyez que même sur son socle non scénique, il est parfaitement équilibré. Ça, c'est un bon point. Ensuite, en termes de l'armure, comme vous voyez, elle est parfaitement Alpha Légion codée, c'est-à-dire que elle a tous les effets personnels de la Légion, les écailles de l'hydre, les têtes d'hydre, le casque qui ressemble à ceux de ses officiers de Légion, et globalement, des chaînes, et c'est tout. Elle est unique, mais sans en faire trop, et c'est ça qu'on attend d'Alpharius. Alpharius, c'est quelqu'un qui va pas forcément passer son temps à être décoré ou à trop en faire, c'est juste l'hydre, la tête de l'hydre, donc il a une armure un peu stylée, mais c'est tout. Et ça marque encore un point pour lui. Également, le fait qu'il ait des trims d'argent un petit peu partout, ça permet de faire respirer le bleu qui serait peut-être trop intense sinon, et ça, on pourrait pas respirer avec tout ce bleu. Là, c'est subtilement fait. Je n'aime pas trop le paint job de cette lance. Ceci dit, je trouve que la garde verte, je suis pas forcément fan, mais ceci dit, c'est un détail. Et je vais pas lui enlever de points pour ça, puisque c'est au choix du peintre. Enfin, la cape, elle est toute simple, avec des petites hydres gravées dessus. Elle ne casse pas trois pattes à un canard. J'aurais peut-être aimé avoir une cape qui l'entoure un peu plus, mais c'est pour vraiment, disons, enculer les mouches, hein, pour être poli. Du coup, qu'est-ce qu'on en dit de Alpharius ? Alpharius, moi, je pense que c'est un des primarques également les plus solides. Pourquoi ? Parce qu'il n'en fait pas trop. Encore une fois, Alpharius, il est un peu comme Dorn, c'est-à-dire que oui, il y a un Space Marine sur son socle, mais son action est suffisamment simple et transmet suffisamment qu'il est complètement au-dessus des simples Space Marines, qui transmet que c'est un primarque. Et du coup, sa pose, pour moi, elle est parfaite, je l'aurais pas fait différemment, et son armure, quasiment parfaite aussi, j'aime juste pas trop la pièce de tabac ici qui est un peu oubliable pour le coup, c'est pas forcément ultra joli, mais ceci dit, je vais le mettre à 9 sur 10, Alpharius. J'aurais changé très peu de détails, notamment les détails de cuir que je trouve qui sont pas forcément les plus pertinents sur lui, mais c'est un modèle vraiment somptueux qui plaira à tous les fans de l'Alpha Légion et du personnage. En plus, il y a des gens, j'ai déjà vu faire la conversion, et ils le peignent en noir, et ils changent la pose, et du coup ça fait Omegon. Du coup vous en avez deux en un, si vous préférez. Donc vraiment pas mal, hein, actuellement Alpharius, regardez-moi ça, hein, les petits détails sont très très jolis, hein, avec la petite touche de rouge là, délicieux. 9 sur 10 Alpharius, bravo. Ensuite nous avons le GOAT. L'ange Sanguinus. Sanguinus qui existe en deux versions, le saviez-vous ? Il existe comme ceci, et il existe avec un socle scénique. Sanguinus figurine, miniature, on va écrire miniature. Mais c'était une miniature qui est, disons, limitée dans le temps, et que vous ne pouvez plus avoir. Et c'était ce socle-là, à moins que ce soit une conversion, ça, attendez. Non, c'est une conversion, c'est pas possible, j'ai pas ce souvenir que ça ressemble à ça. Je ne sais plus. Écoutez les gars, oui, ça a l'air de ressembler à ça. Ok, donc ça c'était son ancien socle, mais vous ne pouvez plus l'avoir officiellement, d'accord ? C'est que le rocher sur lequel il est remplacé par, du coup, Kabanda, bien sûr, le démon qu'il est en train de pourfendre dans les cieux. Mais aujourd'hui, on va parler que de ça, malheureusement, donc c'est un petit point en moins, malheureusement. Parce que son socle, malheureusement, comme vous le voyez, il est pas très intéressant. Hein. Il est pas très intéressant. Il manque quelque chose et il manque, tout simplement un démon. C'est dommage. Ceci dit, Sanguinus. Le grand ange. Eh bien, je dois dire que c'est une des figurines les plus réussies d'Horus Heresy, parce que, encore une fois, c'est une figurine que Corvus Corax aurait aimé être. Il est un peu dans cette esthétique-là, sauf que lui, eh bien ça marche. Pourquoi ça marche ? Eh bien parce que déjà, il a pas un gun débile sur la main, et surtout, sa pose est recopiée sur Saint-Michel, bien sûr, qui pourfend le dragon. Il a deux options d'assemblage, au choix la lame carmine, ou la lance de Télesto. Donc en plus, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Moi, mon choix irait à la lance de Télesto, parce que c'est vraiment la plus stylée et l'arme vraiment la plus iconique du personnage. Alors du coup, ses ailes sont grandes, et elles sont assez simples pour ne pas devenir ridicules. Il a la peau de jaguar des neiges classique avec laquelle on le représente sur l'épaule et
à la ceinture. Donc ça permet de casser un peu l'or de sa tenue. Il a les bijoux et les yeux d'Horus sur la poitrine, qui sont magnifiques. Il a des petits détails violets comme ceci en cuir, de toute beauté. Son visage est extrêmement réussi, puisque il est à la fois beau et terrible. Il a les lauriers de la victoire, donc c'est encore plus beau. Et ses cheveux sont également très réussis en mouvement. Donc qu'a-t-on à dire de Sanguinus, si ce n'est que, encore une fois, il est le GOAT. Ou un des GOAT, parce que on a eu quand même quelques très beaux primarques. Son armure est sobre, et en même temps, elle a des arabesques sur lesquelles vous pouvez vous amuser. Vous pouvez la faire en non-métallique métal ou en métal. Il a vraiment une très belle personnalité qui ressemble au dessin qu'on voit de lui, et on l'imagine totalement rendre la justice des anges depuis les cieux. C'est incroyable. Merci Sanguinus pour ça. Encore une fois, ce n'est pas n'importe quel personnage. Sanguinus, c'est le plus puissant des primarques, et ce n'est pas pour rien. Alors qu'est-ce qu'on dit de Sanguinus? Je ne vais pas le mettre à 10 sur 10. Je vais le mettre à 9,5 sur 10, parce que son armure est magnifique, sa tête est réussie, ses ailes sont magnifiques, mais en définitive, ce qui l'empêche d'être à la perfection, c'est ce socle. Le socle, on ne voit pas sur quoi il plonge, et on aurait aimé voir le démon qu'on pouvait acheter avant et qu'on ne peut plus maintenant. Sans ça, la figurine n'est pas parfaite. J'aurais peut-être mis à 10 s'il y avait le démon, mais regardez ces petits détails, hein. Franchement, il est très très beau, hein. Franchement, Sanguinus, un peu à l'ancienne, mais qui ne gâche rien, vraiment incroyable. Je le veux absolument, celui-là je l'aurai un jour. Parce que oui, j'ai Sanguinus corrompu, mais je veux Sanguinus normal aussi, il est absolument fantastique, et la référence à l'ange Saint-Michel, c'est vraiment pas mal. Allez, 9,5 sur 10 mon coco, bien joué. Enfin, Lionel Johnson, le dernier primarque à être sorti de la lignée des 18 primarques. Qu'est-ce qu'on dit de Lionel Johnson? Clairement, c'est celui qui a le sculpte le plus fin et le plus moderne, on va dire. Il est représenté pendant la croisade de Thramas contre les Night Lords. Et son sculpte de socle scénique, eh bien, il propose une pléthore de Night Lords contre qui il est en train de se battre. Il a également des options d'assemblage. Vous avez cette option-là avec le casque de chevalier et l'épée tronçonneuse, ou vous avez cette option d'assemblage avec la tête nue et également l'épée de chevalier, l'épée de Caliban, l'épée du lion. Alors, qu'est-ce qu'on préfère? Moi, j'aime les deux, j'avoue. Si je devais choisir, je le mettrais avec le casque et l'épée de chevalier. Alors, du coup, il est également solide sur ses appuis quand on doit le jouer, parce qu'il est parfaitement centré. Sa pose est actuellement en action, mais pas trop. Du coup, c'est encore mieux. Ceci dit, j'aurais bien aimé que son épée soit un peu plus verticale, pour être encore plus imposante. Mais je vais pas lui enlever de points là-dessus, parce que c'est quand même une belle pose. Au niveau des détails, vous voyez, tout est parfaitement sculpté hein, actuellement. Y a rien à dire là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on dit de son armure? Est-ce qu'on peut le faire tourner? Son armure, elle est à la fois sobre et à la fois, elle a les détails qu'on connaît et qu'on aime chez Dark Angel. Une armure noire avec des trims argentés et des détails dorés, blancs et rouges. Et vous voyez, ça fait des contrastes absolument saisissants. Le tabard est, lui, extrêmement réussi. Il passe comme ça sur les côtés et il finit en bas avec des motifs verts, blancs et dorés. Du coup, ça casse encore plus le rouge. Ça casse encore plus le noir de l'armure. Il a un lion massif sur l'épaule et un ange de la mort sur l'autre épaule. Cependant, il n'y a pas une pléthore de détails, il n'y a que ces deux détails-là, donc ça évite d'en faire trop. Enfin, sa cape verte, c'est la même cape qu'il a sur 40K, avec les doublures, avec des petites pointes comme ça en doré. Très jolie, et la même peau de lion exactement qu'il a sur 40K. Enfin, son backpack, il a rien de spécial. Son visage, il est pas mal actuellement, je dirais. Regardez, je vous laisse le regarder un petit peu de près. Attendez, je vais essayer de... Ok, vous l'aurez pas mieux que là-dessus. Il est pas mal. Quant à son casque de chevalier, eh bien, il est de toute beauté. Donc, on préférera le casque de chevalier, je pense. Regardez-moi ça. Absolument fantastique. Pour ses armes, eh bien, on a, du coup, comme je vous l'ai dit, l'épée tronçonneuse ici, qui pour moi est décevante, parce que en fait, Dorn a déjà une épée tronçonneuse qui est plus stylée que ça. Et par contre, on a l'épée du lion qui est beaucoup plus intéressante, pour le coup, avec une garde très large et une très grande épée tenue à deux mains. Pour un primarque, vous imaginez la taille par rapport à un Space Marine. Donc franchement, le lion, très solide, très très solide, et on aurait juste aimé avoir une pose plus solennelle, comme d'habitude, une pose qui inspire vraiment l'idée que il est le primarque de la première légion, la légion la plus puissante. Dommage,
ceci dit, que la pose ne corresponde pas entièrement à cette esthétique. Alors, qu'est-ce qu'on dit du lion? Moi, je le mettrais personnellement à 9 sur 10, puisque il va avec son socle scénique, son socle non scénique de jeu, il a des options d'assemblage, ce qui est assez rare pour le dire sur un Primark, et certaines de ces options sont vraiment parfaites. Ceci dit, la pose lui enlève un petit peu de points, et le socle scénique n'est pas parfait selon moi parce qu'il met trop d'emphase sur les Space Marines plutôt que sur lui. Cependant, c'est un modèle très solide, je pense, et qui s'adaptera parfaitement à la Légion qu'il est censé représenter, notamment avec les belles décorations que nous avons vues sur son armure de légionnaire. Vraiment sympa, actuellement, 9 sur 10. Mais il ne va pas au niveau d'un Dorn ou d'un Sanguinus. Enfin, nous avons le dernier Primark, le Khan Jagatai, qui est avec une merveilleuse ligne de force aussi, ici, regardez. Elle passe comme ça, et hop là, ça fait une sorte de yin et yang, absolument délicieux, pour le Khan. Le Khan, qui est à une pose qui n'est pas au repos, mais qui n'est pas en action non plus. Du coup, c'est encore mieux. Il a une pose héroïque, et ça lui va bien. Ce qui lui permet aussi d'être parfaitement centré sur son socle de jeu. Donc ça, pareil, c'est un bon point. Alors, le Khan. Qu'est-ce qu'on en dit du Khan? Le socle, je vais déjà en parler, il est très oubliable, mais en même temps, c'est pas trop grave. Je pense qu'il fait le taf sans faire le taf, c'est-à-dire on l'oublie très facilement. On va le prendre comme ceci et on va le faire tourner. Alors déjà, regardez ce yin et yang, hein, la magnifique ligne de force là. Son armure blanche est de toute beauté, avec des motifs de démons asiatiques magnifiques, des arabesques d'or qui montrent qu'il est un prince parmi les siens, tout en ayant une pureté dans le blanc qui est très 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 jolie. De plus, tous ces tissus sont brodés de fourrure, du tabard jusqu'à son col, jusqu'à sa cape qui est merveilleuse. Ensuite, il a du cuir sur ses tassettes qui sont ici, qui permet ensuite de rompre le blanc de son armure. Le blanc, il respire bien avec cette armure, je trouve, parce qu'il y a plein de motifs différents, plein de petites couleurs, et surtout plein de matières et de textures. Et du coup, le blanc, il n'en ressort que plus. Enfin, moi, ma pièce préférée que je préfère sur cette figurine, c'est les gants de maître archer et de maître bretteur rouge, qui sont c'est des gants très très nobles, ça, actuellement. C'est des gants en tissu rouge brodés d'or. Ils sont absolument de toute beauté. Je trouve que ça sublime énormément ce personnage. Absolument fantastique, ces gants. Enfin, sur son plastron, vous voyez qu'il a des pièces rajoutées de métal frappé, etc., qui rappellent l'esthétique de sa légion. Il a des petites exotismes, vous voyez, avec des petites plumes là et tout ça, et c'est de toute beauté parce que ça n'en fait pas trop. Enfin, ces épaulières sont customisées et ont une forme de bec d'aigle, ce qui est à la fois subtil et magnifique. Enfin, vous voyez que son backpack, il n'est pas si customisé que ça, mais il a des motifs asiatiques ici qui sont repris là avec les pendentifs qui sont également sur sa cape, et qui est de toute beauté la cape, puisqu'elle cumule métal, fourrure, tissu, dorure. C'est très 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 joli actuellement, et en plus, elle est assez vide pour laisser respirer le rouge, qui est de toute beauté. Enfin, son sabre est absolument incroyable puisqu'il est sobre. Il a une forme épurée et lisse, tout en ayant un petit exotisme de tête de faucon sur la garde. Donc c'est le pommeau, pardon. Et du coup, c'est vraiment très très joli. La garde, elle est simple, c'est tout ce qu'on demande à un White Scar. Enfin, son visage, comme vous le voyez, il est finement sculpté. On aurait aimé avoir, cependant, des moustaches un peu plus longues, parce que le Khan, il a des moustaches, il n'a pas qu'un bouc, c'est dommage. Mais ceci dit, ça ne gâche pas la figurine. Vous avez une tête assez grosse pour faire l'éclair, qui est le signe du Khan, donc c'est vraiment incroyable. Enfin, sa queue de cheval, elle est tout ce qu'on peut attendre du personnage. Qu'est-ce que vous pensez du Khan? En fait, je vais vous surprendre, mais le Khan, j'avais oublié de vous parler d'un truc avec le Khan, c'est le fourreau customisé de son sabre qu'il a tiré, bien sûr, qui est de toute beauté et qui est attaché à sa ceinture et qu'il tient avec sa deuxième main. Alors, le Khan, je vais vous surprendre, mais le Khan, pour moi, est à 10 sur 10. C'est un des personnages à 10 sur 10. Il est même, je dirais, il est au niveau de Dorn pour moi, probablement un peu devant pour vous, je sais pas, vous me le direz. Moi, Dorn, il est à 10 sur 10, mais ceci dit, le Khan est aussi à 10 sur 10, parce que l'équilibre de la figurine est parfait, il a suffisamment de décoration pour un Primark, tout en étant assez simple pour montrer que sa personnalité, ce n'est pas celle de quelqu'un qui se vante et qui se la pète.
parce que c'est quelqu'un de humble, Jagata Khan, quelqu'un de discret. C'est quelqu'un, il a une tête solide, on peut la casquer si on veut, mais globalement, tête très solide. Son arme, elle est sans détail, elle est parfaite, elle est parfaitement simple, c'est tout ce qu'on attend du Khan. Ses épaulières en or, elles sont incroyables, le blanc de son armure est incroyable, la cape, elle est parfaitement proportionnée pour mettre en valeur le personnage, les couleurs choisies sont incroyables, et en fait, ça donne un ensemble qui est parfaitement équilibré, et une pièce de jeu centrale, que ce soit sur son socle de display ou son socle de jeu. Donc vraiment, le Khan pour moi est à 10 sur 10. Il n'y a pas un meilleur Primark aujourd'hui que le Khan, si ce n'est Dorn, mais encore Dorn, je pense qu'il y a moins de gens qui sont sensibles à sa beauté. Ceci dit, le Khan, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un des meilleurs Primark, si ce n'est le meilleur Primark en termes de sculpte. Donc bravo Jagatai, tu l'as mérité, c'est toi le meilleur. Meilleur que tous les autres, plus fort que tous les autres peut-être, qui sait. En tout cas, c'était le dernier Primark, mais il en reste un Primark secret. C'est Horus Ascendu. Celui-là, je voulais le faire à la fin. Horus Ascendu, je vais boire, excusez-moi. Horus Ascendu, c'est la version corrompue d'Horus. C'est pendant le combat contre l'empereur qu'il est comme ça. C'est la figurine la plus récente. Avec les démons. Regardez-moi ça. Alors, par rapport à un Horus normal, il est absolument énorme. Il faut comprendre que ce Primark est monstrueux par rapport à un Space Marine. Il est absolument gigantesque. Je l'ai déjà vu en vrai, je peux vous dire qu'il fait peur. Il marche d'un air menaçant. Donc il est en action, mais pas assez en action pour être décentré de son socle. Donc c'est parfait. Son socle scénique, lui, on dirait qu'il n'est pas très intéressant, mais en fait, je pense qu'avec plus de weathering, on s'en sort mieux. Ceci dit, c'était une excellente idée de joncher le socle de cadavres et de squelettes à cette hauteur, parce que c'est pour représenter qu'il piétine la galaxie, en fait. C'est tous les corps qu'il a amassés dans son chemin pour aller jusqu'à Terra. Ça, c'est intéressant, vous voyez. Pour son armure, eh bien, c'est l'armure d'Horus qui est plus grosse, plus agressive et plus chaotique. Comme vous l'avez vu, les logos des Luna Wolf ont disparu et il y a plus de motifs en pointe, les pointes du chaos. Il y a des motifs de l'étoile du chaos. Il y a l'œil d'Horus qui est encore plus agressif et encore plus mis en valeur qu'avant. Quand t'as sa griffe, sa serre d'Horus, elle est beaucoup plus grosse et beaucoup plus acérée. Les doigts sont beaucoup plus longs. Elle fait beaucoup plus peur. Worldbreaker est également revu à la hausse avec plus de pointes et plus intéressante en termes de design. Le visage, pour moi, est proche de la perfection puisque on reconnaît Horus avec tous les tuyaux branchés dans la tête de quand il est corrompu. Un léger OSL rouge pour le rendre effrayant. Il est absolument fantastique ce visage. Dommage, je peux pas zoomer. Non, c'est pas grave. Vous verrez le petit OSL là qui est absolument somptueux. Et bien sûr, la peau de loup énorme qui est encore plus grosse qu'avant et qui fait peur. Sa cape a été également revue pour montrer en énorme l'œil d'Horus corrompu avec des petits logos en forme d'éclair et des symboles de tête réduite et de crâne d'or de Ctonia pour montrer qu'il s'est séparé du culte impérial pour reprendre les origines ctoniennes. Enfin, les deux magnifiques clous sur sa poitrine qui sont gravés subliment vraiment le personnage. Il a également une dague rituelle ici avec une tête de loup, peut-être seul vestige qui lui reste des Luna Wolf. Qu'est-ce que vous dites de Horus Ascendu? Horus Ascendu, c'est un Horus que vous pouvez jouer en jeu pour 1000 points et il est extrêmement fort. On en parlera un peu, je pense, de ces règles, parce que c'est très intéressant. Et sachez que dans le rapport de bataille narratif que je suis en train de préparer, dans lequel je jouerai l'Empereur, eh bien j'ai calqué l'Empereur sur les règles d'Horus Ascendu. C'est-à-dire que j'ai modifié un peu les règles d'Horus Ascendu, mais ils seront au même niveau de puissance. Puisque Horus Ascendu, c'est Horus tel qu'il a défié l'Empereur et battu l'Empereur, techniquement. Donc c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez d'Horus Ascendu? Moi, je vais lui mettre la note de 10 sur 10. Horus Ascendu, c'est le modèle parfait de Horus corrompu. Vous ne pouvez pas le jouer en loyaliste comme ça, mais ceci dit, il est parfait. En termes de proportion, il est extrêmement agressif. En termes de taille, il est absolument énorme. En termes de détail, il est très finement sculpté sans en faire trop. Il est le maître de guerre et Abaddon de 40k n'est qu'une ombre
à côté de ce mastodonte qu'est Horus Ascendu. Je suis un grand fan de Horus Ascendu et un jour je me le prendrai peut-être juste pour le peindre, tellement il est balèze et massif. Regardez-moi ce monstre. Il est tel que vous le voyez dans le trailer de Horus Heresy V2. C'est lui Horus Heresy, John Heresy, c'est lui. Incroyable. Donc qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette review? Je sais qu'elle est longue, je l'ai divisée en chapitres pour vous, et j'espère que du coup si vous n'êtes pas d'accord avec un ou deux remarques que j'ai pu noter, eh bien que vous me le direz en commentaire. Parce que je sais que ma take sur le fait d'avoir des pauses en mouvement, c'est moins bien que d'avoir des pauses immobiles, je sais qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Et que peut-être beaucoup de gens sont pas d'accord avec ça. Ceci dit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir assisté à la saison 1 de Légion Review, et je vous fais l'annonce officiellement maintenant. Il y aura une saison 2 de Légion Review, dans laquelle nous allons regarder autre chose que les légions d'Horus Heresy. Nous allons nous attarder sur des gammes que vous ne connaissez pas, que vous connaissez mal, et que moi aussi je connais mal et que je souhaite découvrir. Il y aura aussi d'autres jeux dans des futures saisons. Donc voilà, n'hésitez pas à me conseiller si jamais vous avez des conseils à me donner. Je lis tous les commentaires et j'ai lu les commentaires qui me demandaient de continuer ce format, donc n'hésitez pas. Cela continuera après une courte pause pour Légion Review saison 2. Merci à tous d'avoir suivi, et moi je vous dis ciao, et passez une excellente fin de journée. Salut!